Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série consacrée au wabi-sabi, cette philosophie zen héritée de la tradition japonaise, cette superbe philosophie qui nous enseigne donc la sagesse dans l'imperfection. On a vu la semaine dernière dans le premier volume quelles étaient un petit peu les trois valeurs, les trois piliers, fort intéressants, n'est-ce pas, sur le fait que rien n'est parfait, que rien ne dure pour toujours, et que rien n'est jamais terminé. Et que, au fond, ces trois valeurs, nous invitaient à pratiquer, à accepter l'humilité dans nos vies, dans ce que nous faisons, dans la manière que nous avons d'être au monde. Et aujourd'hui, je voudrais aller un petit peu plus loin, toujours en explorant avec vous ce livre sur le wabi-sabi, écrit par Nobuo Suzuki, que j'explore donc ici avec vous, chapitre par chapitre. Et l'idée, c'est bien sûr pas de vous faire la lecture d'un livre, sinon ce serait pas une lecture fidèle. Il faudrait carrément que je vous fasse la lecture en direct. Non, c'est essayer en fait d'en extraire un petit peu la quintessence pour vous montrer vraiment en quoi, de manière concrète et pratique, dans votre vie quotidienne, cette philosophie ancestrale trouve encore une raison d'être dans notre époque en 2025. Comme je le disais dans l'autre épisode, à une époque où manifestement nous allons de plus en plus vers l'intelligence artificielle et peut-être de moins en moins vers une forme de bon sens organique ou d'intelligence organique, qui n'est pas une intelligence parfaite, qui n'est pas un mode de vie où tout est parfaitement calculé, paramétré, eh bien peut-être que redécouvrir justement à notre époque, dans l'ère du Verseau, dans l'ère du mental, de la technologie, de la conscience universelle, redécouvrir une sagesse ancienne, mais avec une touche de modernité, peut peut-être nous faire beaucoup de bien pour, je dirais, retrouver une nouvelle fraîcheur, un nouveau regard à notre humanité. Et justement, la question aujourd'hui que je vais développer avec vous, celle que l'auteur développe dans son premier chapitre, eh bien, c'est d'expliquer un petit peu plus ce que sont les trois dimensions, les trois piliers en quelque sorte du wabi-sabi. Puisque c'est pas seulement une esthétique. Souvenez-vous, j'avais présenté la métaphore, l'image de la poterie ou d'une tasse ébréchée que l'on va réparer, comme dans l'art du kintsugi avec de la dorure. Mais limiter le wabi-sabi justement à une approche esthétique, ce serait trop réducteur, parce que c'est vraiment, au sens noble du terme, une philosophie de vie, c'est-à-dire un art de vivre. Qui repose sur trois dimensions. Donc je vous propose tout de suite de les explorer, comme le fait l'auteur. Et la première, c'est cette vision du monde, donc vraiment l'aspect purement philosophique. Il faut essayer d'ouvrir un petit espace dans notre mental, déjà bien façonné, bien conditionné, c'est vrai, mais le wabi-sabi, c'est essentiellement une manière de comprendre l'univers qui repose et qui s'inscrit dans la philosophie du Tao, dans le taoïsme, mais comprendre l'univers et nos relations avec les autres. C'est pas quelque chose uniquement d'auto-centré qui nous enferme dans un égoïsme, pas du tout. C'est comprendre vraiment le mécanisme profond de l'univers, comment nous sommes l'univers et du coup comment nous interagissons avec les autres. C'est donc une philosophie, une vision du monde qui nous apprend à vivre en harmonie, profondément, la recherche de l'harmonie. Le fait, s'il fallait définir ce qu'est l'harmonie, je pense que vraiment le maître mot, c'est accepter les cycles, comme l'astrologie, comme les saisons, la vie, la mort, la croissance, puis la dégénérescence, la destruction, mais vraiment accepter cette loi de la cyclicité et du coup apprendre à voir dans l'imperfection, non pas un défaut, mais bel et bien la preuve, la vérité de l'existence. C'est donc une philosophie qui nous aide autant dans les périodes de paix. C'est toujours plus facile quand tout va bien de s'ouvrir à des choses nouvelles ou d'envisager cette loi de la cyclicité que quand on est en proie de la souffrance. Et pourtant, cette philosophie nous aide autant dans les deux, dans les moments de paix que dans les moments de stress. Alors ça, c'était le premier point que présentait l'auteur. Le deuxième qu'il mentionne dans cette présentation des dimensions, c'est vraiment la valeur esthétique. Donc il revient sur l'art. Et vous allez voir, c'est intéressant parce que dans l'art, le wabi-sabi se manifeste par la simplicité. C'est vraiment le maître mot de cette philosophie, c'est la simplicité, l'irrégularité,
On est à l'opposé justement des structures rigides, des canons esthétiques de l'Occident, on va dire. Et puis aussi une forme d'acceptation et d'observation du temps qui passe, le passage du temps. C'est pour ça que vous retrouvez souvent dans les estampes japonaises ou dans l'art japonais vraiment quelque chose de très épuré, de très minimaliste, comme effectivement un bol fêlé, mais qui va être réparé au kintsugi, hein, les fameuses dorures. On va vous montrer aussi beaucoup de maisons traditionnelles, usées par le temps, usées par les années, qui n'ont rien de parfait dans les matériaux, dans la construction, et qui pourtant, par leur beauté, leur simplicité, le côté rustique, illustrent cet art de vivre. Dans l'art cinématographique aussi, un film japonais qui va montrer la fragilité du quotidien. Vous avez de très beaux films encore aujourd'hui qui sortent sur l'art de vivre à la japonaise. C'est assez beau et c'est tout à fait en rupture avec notre cinéma, évidemment avec le cinéma hollywoodien, ça n'a strictement rien à voir. Mais tout cela, voilà, exprime le wabi-sabi. Hein, c'est un art donc qui valorise trois choses, retenez ça, le naturel, le brut et le vécu. On aime voir l'usure, on aime voir les rides sur la peau, on aime voir les irrégularités dans l'art, on aime voir la matière brute du minéral avant qu'il soit bien poli, bien lisse, impeccable, presque clinique, vous voyez. C'est l'inverse. Et puis le troisième point, après cette vision du monde, la philosophie, après la valeur esthétique, donc dans l'art, il y a une troisième dimension qui est centrale, c'est vraiment l'art de vivre. Alors, pourquoi l'art de vivre? Bien précisément, nous dit l'auteur, parce que le wabi-sabi n'a de sens que s'il est vécu. Ça ne peut pas être juste une vue de l'esprit, ça peut pas être simplement ce que je fais là, vous lire des mots. C'est le mettre en pratique. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Là, il nous donne quelques pistes très intéressantes à explorer et faciles à appliquer. Continuez à utiliser les vieux objets en leur donnant soin et attention. Vous allez me dire, bah oui, c'est du bon sens. Peut-être même que nos anciens le faisaient beaucoup plus que nous. Ils réparaient les anciens objets parce qu'on n'avait pas toute cette abondance, toute cette surabondance, presque, je dirais, comment on pourrait appeler ça, mais cette indécence face à la consommation et au fait de jeter quand c'est cassé ou quand ça ne nous plaît plus. Là, ici, c'est continuer d'utiliser les vieux objets qui sont marqués par l'usure qu'on en fait, l'usure manuelle. Apprendre à dire non aussi aux obligations superficielles. Ça, je pense que ça peut vraiment nous renforcer et nous éclairer. Une obligation superficielle, vous savez, ça commence par le fait de suivre une mode, de suivre une coutume, de suivre une obligation parce qu'elle serait familiale, ancestrale, religieuse évidemment, mais tout ce qui va nous enfermer dans un mode de fonctionnement répétitif, mécanique. On dit oui ou on fait parce que c'est une obligation. Oui, mais c'est une obligation superficielle. Elle ne vient pas vraiment toucher aux valeurs profondes de notre être. Qui nous sommes à l'intérieur? Est-ce que vraiment cette obligation est bonne pour moi? Donc ça nous questionne. Ça nous questionne vraiment sur ce que l'on fait mécaniquement. Un autre exemple, ne pas se laisser frustrer par l'imperfection de la vie. Facile à dire, ne pas se laisser frustrer, surtout si on a tendance à être perfectionniste, si on est coutumier de la perfectude, ce que je pointe souvent chez les personnes, comme je le pointe chez moi, mais dans le cadre des consultations. Accepter, oui, cette imperfection, ça commence déjà par notre état physique, comment on se sent. On n'est peut-être pas très bien aujourd'hui, on se sent pas parfait, on n'est pas super bien dans notre corps. Eh ben, c'est pas grave, on va pas rester bloqué là-dessus. La manière qu'on a de se présenter au monde. Peut-être qu'aujourd'hui, on a les traits plus tirés, ou peut-être que les vêtements ne sont pas ceux qu'on aurait choisis, parce que ceux qu'on aurait voulu porter sont linge sale, ou peut-être que on se tient pas de la même manière parce que on a de la fatigue. Peut-être que notre maison n'est pas propre, n'est pas bien rangée. Peut-être que dans notre travail, ça ne se passe pas comme on voulait. Mais vous voyez, on a plein de raisons de se frustrer que les choses ne sont pas parfaites. Avec nous-mêmes, avec nos proches, avec nos collègues de travail, dans notre environnement et dans le monde, bien sûr. On a des quantités infinies de se frustrer que les choses ne sont pas parfaites. Mais ne pas se laisser frustrer par cette imperfection. Au contraire, vivre donc en harmonie avec la nature, qui elle-même est imparfaite, et pourtant parfaite dans son imperfection. C'est ça la leçon. Cultiver des relations simples et authentiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des relations simples et authentiques? Eh bien, dans le fait d'échanger avec quelqu'un, ça peut être aussi laisser plus de place au silence.
Accepter qu'on n'ait pas toujours quelque chose à dire, qu'on n'a pas toujours quelque chose d'intéressant à faire, à dire, à proposer, et néanmoins être au contact avec les gens, pas se contenter juste de petits mots échangés à la volée par SMS ou autre. Accepter d'être dans le rapport avec l'autre sans forcément avoir des choses extraordinaires, sensationnelles à échanger. Relation simple donc et authentique. Et puis, dernière invitation, très belle, mais qui nous rappelle que nous sommes bien des humains et que nous sommes des êtres créateurs. Nobuo Suzuki, l'auteur, nous dit « pratiquer un art ». Pratiquer un art, même modeste, aussi modeste soit-il, il n'a pas besoin d'être canonique, cet art, ça n'a pas besoin d'être les beaux-arts, le cinéma, la musique, mais pratiquer pour exprimer ces fameuses valeurs. Pratiquer un art, vous savez, ça commence par le fait de cuisiner peut-être. La cuisine est un art. Si vous n'avez pas le temps, un autre art, ça peut être l'art du silence. Je vous en parlais à l'instant, mais savoir pratiquer les silences. À certains moments, il peut être bon de savoir se taire, écouter. Savoir écouter. Ne pas chercher à répondre pour résoudre le problème de l'autre. Il y aura peut-être plus de poids dans le silence. Donc, vous voyez, c'est un rapport à la musicalité dans l'air. Ça peut être l'art aussi dans votre jardin, savoir mettre en beauté vos plantes, les cultiver, en prendre soin, ou l'art d'aménager son intérieur. Est-ce que le plus apporte vraiment? Comme disait ma grand-mère, le plus est l'ennemi du bien. Mais effectivement, peut-être que l'art, c'est aussi s'occuper de soi, de sa maison. En tout cas, pratiquer. Voilà, voir notre vie comme une œuvre d'art et nous en sommes l'artiste. Il n'y a pas besoin de fréquenter des cercles d'initiés dans l'art ou de fréquenter des lieux, des institutions pour pratiquer l'art. Ça commence avec vous-même, dans votre façon d'être au monde, dans votre façon d'être chez vous. Donc le wabi-sabi, on va arriver à la conclusion de cet épisode, mais c'est ce que nous rappelle Nobuo Suzuki, c'est vraiment une manière d'habiter le monde. L'habiter de manière dynamique. Ça ne veut pas dire en faire des caisses, mais être en mouvement, même si les mouvements sont imparfaits, marcher doucement, respirer doucement, prendre déjà le temps de respirer, et donc de respirer avec les saisons également. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Ce que l'auteur ici cherche à montrer dans ce premier point, c'est que le wabi-sabi nous rappelle, c'est un rappel avant tout, que la vie est faite de cycles, donc d'imperfections et de transformations. Rien ne dure, rien n'est parfait. Tout se transforme. Il nous invite donc à ne pas fuir ces réalités, bien au contraire, ne pas les fuir, mais à les embrasser pleinement. Et ça, on peut se le rappeler continuellement par une tasse, effectivement, une tasse ébréchée qui aura été réparée et qui finalement devient encore plus belle avec ses cicatrices. Eh bien, le parallèle est tout trouvé avec nos vies, nos propres vies, notre humanité, qui trouvent leur beauté aussi dans leurs failles. Et Dieu sait qu'il y en a des failles dans nos vies. Des blessures émotionnelles, des mémoires douloureuses, des ratés, parfois des non-dits, peu importe. Mais toutes ces histoires, toutes nos vies trouvent leur beauté dans ces moments, dans leur imperfection, dans leur impermanence aussi. Et c'est là vraiment le cœur de la sagesse zen du wabi-sabi, la fameuse magie de l'imperfection. Donc je vous invite à méditer là-dessus, à prendre un bon bol d'air si vous êtes à la pause déjeuner, si c'est le soir, peut-être à vous accorder un moment de respiration autour de ces belles valeurs, et de voir comment vous pouvez vraiment embrasser cette philosophie, non pas de manière intellectuelle, mais de manière concrète, dans votre façon de respirer, de bouger, d'organiser les choses autour de vous, sur vous, les vêtements que vous portez, la nourriture que vous mangez, les mots que vous allez utiliser. Comment vous pouvez finalement vous foutre la paix avec cette quête de perfection et aller au plus simple, au plus brut, à l'essentiel, parce que c'est là-dedans que se trouve la beauté de l'expression de votre être. Merci pour votre écoute et puis je vous souhaite une bonne méditation là-dessus, une belle pratique et rendez-vous la semaine prochaine, donc le jeudi prochain pour nos rendez-vous zen. À bientôt.